Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça. J'ai du petit nouveau à vous montrer. Afterburner. En chair et en bois et en os. Mais c'est pas tout, elle marche. Elle vient tout juste d'Allentown. J'ai réussi à avoir cette belle petite trouvaille à très bon prix. Essayez de deviner combien pour voir. Donc oui, me voilà tout juste de retour de Allentown avec ma prise de la fin de semaine. Je suis extrêmement content. J'étais parti avec l'idée de ramasser une machine là-bas, soit une machine à boules électromécanique, électronique ou une arcade. Dans mes rêves les plus fous, ça aurait été de trouver un cabinet legit de Space Harrier pour remplacer ma bootleg ou encore une System 11 scrap pour 500$. Mais finalement, le samedi matin, il y a eu du nouveau stock qui est apparu sur le plancher. Et entre autres, je crois que c'est le gars de Arcade Graphics. Il y avait plusieurs petites machines. Il y avait une Pole Position, une Astéroïde, une Miss Pac-Man, des petits tabletop. Et il y avait une Afterburner fonctionnelle. Vous aurez remarqué tout de suite que l'écran a besoin d'un beau petit travail de reconditionnement. Et c'est pourquoi il la vendait vraiment peu cher, parce qu'il m'a expliqué qu'il y en a eu à peu près 3-4 des Afterburner. Il a gardé la meilleure d'entre elles pour s'en faire un projet, s'en faire une belle. Et il est débordé, il n'a plus le temps, il est tanné. Il l'a affiché à 250$ US. Make offer. Alors j'ai fait une offre. Qui suis-je pour accepter du premier coup le prix affiché? J'ai offert 200 US. Il a dit oui. Il a dit oui. J'ai dit OK. Ça fait que. Peut-être un galon mesuré? Je vais aller vérifier que ça rentre dans ma Mazda 5. J'ai mesuré le top ici. On a 74 pouces de haut, 64 pouces ici à la hauteur. Et cette pointe ici rentre parfaitement entre les deux bancs de la Mazda 5, ce qui nous a permis d'avoir un voyage à 3, un aller à 2 et un retour à 3. Je suis extrêmement content pour plein de raisons sur cette machine. Premièrement, les side decals sont en super ultra bon état. C'est assez extraordinaire. La majorité du temps, quand je voyais des Afterburner, il y avait un côté complètement fadé ou déchiré, quoi que ce soit. Sinon, il y a de l'esthétique de bezel, mais croyez-le ou non, jusqu'à tout récemment, j'en avais un de spare que j'ai donné au McFly. Mais on va se parler un peu, Sylvain et moi, parce que finalement, ben, on va peut-être faire un petit swap parce qu'il me manque la petite plaque ici. Les contours ici sont uniquement sales. Je crois qu'une fois nettoyé, ça va avoir bien du bon sens. Je vais me refaire les petits stickers ici pour qu'il y ait les deux mêmes de chaque côté. Mais sinon, je suis extrêmement impressionné comment le panneau de contrôle est en excellente condition. Aucun cigarette burn. Je crois que c'est la première fois que je vois une borne de Sega sans brûlure de cigarette. La manette est franchement en bon état aussi. Normalement, c'est extrêmement usé. Voyez-vous, ce genre d'usure-là, c'est très propre aux manettes Sega et c'est d'habitude répandu à la grandeur du joystick. Et dans ce cas-ci, c'est uniquement de ce côté-là. Un défaut qui fait que ça ne fonctionne pas, le trigger ici ne marche pas, par exemple. Le lance-domicile, oui, mais pas celui-là. C'est pas quelque chose qui m'énerve beaucoup. Hein. Après ça, changer la serrure ici, mettre un T-molding là, boucher les trous de la vieille lockdown bar. Après ça, boffer le métal. Il manque un petit coin de bois ici que j'ai qui est tombé, qui avait commencé à délaminer. Une fois recollé, ça va être bien correct. Et puis à l'arrière, je vais filmer avec la lumière. À l'arrière, c'est très bon état. Franchement, c'était Diamond in the Rough, cette machine. Regardez-moi comment c'est propre. C'est la première fois que je vois une borne Sega aussi clean. Je sais pas si justement le gars avait commencé à faire un nettoyage un peu partout, mais tout est en super ultra bonne shape. J'ai hâte de voir si le moteur, le shaker motor fonctionne bien. Je l'ai à peine testé. Là. On est le lendemain de mon retour de Allentown. Alors voilà, et puis oui, c'est très propre. Et l'autre côté est en tout aussi bon état. Alors je suis particulièrement excité. Comme toute borne Sega, il n'y a pas de mode free play, fait qu'en ce moment pour mettre une partie, c'est un petit peu touché. Voilà. Allons-y de ce pas. Vous comprendrez que je vais jouer uniquement avec les missiles. Fait que, comme toute borne Sega, sûrement comme la Hang-On aussi, je vais avoir des belles pirouettes à faire pour retirer l'écran. Sega ont le tour de mettre des écrans qui sont retirables seulement par le devant. Et ça, il y a plusieurs couches empilées une par-dessus l'autre de bezel et autres pour être capable d'avoir accès à celui-ci.
Sûrement que je tarderai pas trop à faire le cap kit dessus parce que je suis tellement prêt d'avoir une borne complètement fonctionnelle. Est-ce que le shaker moteur fonctionne? Non. Il va falloir réviser le shaker motor. Normalement, la manette aurait dû me shaker ici. Et que je suis content. Quelle merveilleuse game. J'ai un super fun fact pour vous autres. Dans les années 80, j'écoutais toujours Much Music, l'équivalent MTV canadien. Et puis, à un moment donné, il y avait Erica Ham, la VJ de l'époque. Erica. Et puis, elle interviewait The Edge, le guitariste de U2, dans une arcade. Et celui-ci était en train de jouer à une borne d'Afterburner exactement comme celle-là. Exactement. Et pendant toute l'entrevue, elle a fait l'entrevue avec The Edge alors que lui jouait Afterburner. Et il a terminé Afterburner en jouant d'une main et en répondant aux questions d'Erica Ham. For real. Je me rappelle l'expression d'Erica Ham à la fin de l'entrevue en disant « Mission complete! Mission complete! » Alors pour moi, d'avoir cette borne-là, il y a comme plein d'affaires. Quand j'étais jeune, j'avais le modèle réduit d'F14 Tomcat que j'ai encore dans mon bureau. Alors ça fait comme vraiment beaucoup mieux faire passer la pilule du fait que j'ai vendu ma Hang-On récemment. J'avais un peu de difficulté à vendre la Hang-On parce que j'aime beaucoup. Mais entre Hang-On et Afterburner, je préfère Afterburner. Et là, quand je vais avoir éventuellement ma Space Harrier, Outrun et Afterburner côte à côte, ça va être la potée. En ce moment, le seul problème de la fonction de la machine, c'est la mitraillette qui ne fonctionne pas. Je vais commencer par ouvrir la manette et voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et pour ce faire, ça prend les petites vis avec les bits de sécurité. Ça s'achète chez Home Depot. C'est des packs qui viennent avec... en fait, moi, j'ai acheté un tournevis qui en a comme vraiment plusieurs à l'intérieur. Ça se présente sous plusieurs formes. Ce tournevis-là me convient parfaitement. Et puis, c'est assez propre à pas mal toutes les arcades qui avaient des vis exposées. C'était pour éviter que des joueurs un peu trop enthousiastes arrivent avec leur propre tournevis multifonction usage et partent avec des contrôles panels. C'est le fun, hein? Vu qu'il manque le petit panneau, ça me fait un petit tiroir à mettre mes vis. Ils ont pensé à tout, hein? Ça, c'est de la belle finition en passant ici, l'espèce de petit truc en métal là, recourbé là, qui suit. Là. C'est très fort. Hein? Voyons voir ce que nous réserve cette manette. J'ai l'impression que la gâchette avait de la misère à se rendre jusqu'au bout. On va carrément tester avec la machine ouverte. Des fois, avec trop d'usage, il commence à avoir un micro-millimètre de déplacement du socket des vis. Et puis, c'est suffisant pour que... Parce que ça faisait pas clic-clic tantôt quand j'appuyais. Il y a quand même beaucoup de petites choses que je vais vouloir régler sur la machine. Et entre autres, elle marche sur ses haut-parleurs originales. Et je trouve qu'ils sonnent vraiment comme des petits piézos de tape cassette des années 80. Ça sonne vraiment pas bon. La musique est tellement extraordinaire sur ce game-là. Ok, il faut vraiment appuyer complètement. Le bouton va pas jusqu'à la fin de la course. Mais si je l'appuie avec les doigts, ça fonctionne. Fait qu'on entend le clic de la Switch, mais c'est pas suffisant, il faut que ça aille encore plus loin. Je vais démonter la manette, la nettoyer et réajuster ça pour que je vais ajuster la lamelle de la Switch pour que le bouton ait un peu plus d'impact sur celle-ci puis s'assurer qu'elle vienne à bout de faire le contact comme il faut. La manette est clairement pas facile à réassembler. J'ai réussi à la refermer, j'ose pas la réouvrir pour vous remontrer l'intérieur, mais j'ai trouvé la twist, elle est toute nettoyée en passant, elle est vraiment très clean. Elle a de l'usure, mais pas assez pour me faire dire qu'il faudrait que je la sandblast puis je la repeigne. On dirait que, je sais pas, j'aime ça de même, j'aime le côté patine de son usage. Et puis, ça marche, sauf que en jouant, je me suis rendu compte que, évidemment, il n'y a rien de magnifique et de parfait du premier coup. Il y a clairement du recalibrage à faire avec la manette. Regardez comment l'avion s'en va à gauche, en haut, dès le départ. Il faut tout le temps que je ramène un peu le truc pour être capable de contrôler. Si je relâche après ça, à un moment donné, voyez-vous, là, elle a de la misère. Ça fait que on va regarder le calibrage du yoke dans pas long. Sauf que là, au moins, j'ai réglé la mitrailleuse et le missile marche toujours aussi. Un petit mystère, j'ai dévissé toutes les vis du contrôle panel, je suis toujours pas capable de l'enlever et en bougeant ça, j'ai fait tomber un papillon de nuit. Ouais, j'ai un papillon de nuit de poignée dans le yoke de la manette. Je sais pas si on va le voir, c'est dégueulasse un petit peu. Hey papillon, what you been up to? Bon, ah oui, bas. Papillon last ride. C'est toujours le fun de jouer à l'archéologue sur qu'est-ce qui s'est passé avec cette machine-là. Alors, il y a simplement 3 vis à dévisser sur le dessus pour enlever une braquette de métal qui permet de glisser
le bezel. Et franchement, je crois que j'ai jamais vu un écran aussi sale que ça. Il est tellement crotté, les speakers, tout est super sale. Le fan a été déconnecté, mais aussi la petite lumière qui va là. Parce que voyez-vous, on dirait qu'il se vise carrément juste une ampoule de 120 volts ici, et puis les fils ont été coupés. Parce que vu qu'il manquait la petite plaque, ils se sont dit, bon, on veut pas de lumière pour autant. Je vais fermer la machine. Ah, écoute, je pense que je vais juste m'amuser, voir, à enlever un petit peu de couche, juste pour vous donner une petite idée, là. Tiens, si vous êtes trop paresseux de faire un cap kit, commencez par laver votre écran. Vous allez gagner de l'image. J'ai rarement vu ça, c'est quelque chose. J'ai réussi à faire quand même un clean-up très superficiel. J'ai même mis un haut-parleur 8 ohms 30 watts pour remplacer le 10 watts original. Et j'ai pu voir déjà, surtout entendre, une légère différence. J'ai nettoyé les globes, mais malheureusement, il était tellement vieux. Lui, il a pété, alors je vais m'en trouver un autre. J'ai enlevé l'écran et ça va me permettre de faire aussi un certain nettoyage. Je trouve ça tellement déplorable que Sega n'ait pas fait que au moins le panneau arrière pouvait se basculer pour faire les ajustements parce que oui, l'écran a besoin d'un cap kit, mais j'ai l'impression qu'avec juste quelques ajustements, j'aurais déjà pu améliorer beaucoup l'affaire. Alors, passons directement à l'atelier où est-ce que l'écran se situe. Et puis, bon, écoute, un cap kit, c'est la base. C'est pas, ça prend peut-être 1h30 à faire. Oh mon Dieu, il est chaud, sale. Mais ça, c'est propre vraiment au Sega, hein, parce que Sega mettait systématiquement des fans dans toutes leurs games. Et puis, dans tous les cabinets Sega que j'ai eus, là, Zack Soneng, Altron, Super Monaco Grand Prix, Afterburner, ils mettaient des fans et ça faisait une entrée de poussière énorme dans leur machine. Ça nécessite toujours un excellent nettoyage, un énorme nettoyage à chaque fois qu'on veut remettre ça en état. Et puis, là, j'ai déchargé mon écran et voyez-vous la couleur originale? Je vais en profiter donc évidemment pour faire un nettoyage tout en faisant le cap kit. Le petit nettoyage est fait, ça fait du bien. Et comme à chaque fois où j'ai à travailler sur un PCB, j'ai toujours des plus ou moins bonnes surprises lorsqu'on le revire de bord et qu'on voit qui a travaillé dessus. En fait, pas qui, mais le travail que la personne précédente a fait dessus. Celle-ci n'y fait pas exception. Franchement, c'est le festival du Flux pas nettoyé et des trucs un peu drôlement raccordés. Il va y avoir beaucoup de nettoyage à faire. Des petits hack jobs ici et là. Alors, en revirant le châssis de base, c'est là que je me rends compte qu'il y a une merveilleuse condition de corrosion et de schnout, de short sur la résistance. Plus aucune trace de verre de gris ou de corrosion. Nettoyer les pattes de la résistance qui est encore bonne à 1.7K. Et en faisant ça aussi, j'en ai profité de faire un peu d'inspection, grosso modo, du board. Et j'ai vu un problème assez majeur ici. C'est, je ne sais pas si on va bien voir, une merveilleuse soudure froide. Puis d'ailleurs, c'est le genre de choses que je fais systématiquement quand je rebuild un écran, c'est que je révise toutes les pattes de connecteurs. Attends une minute là. Toutes les places où il y a des connexions, je révise systématiquement parce que lorsqu'on branche et qu'on débranche un châssis, c'est soumis quand même à des bonnes tensions et c'est là que justement peut se causer des soudures froides. Le cap-kit est sensiblement terminé. Il y a juste quelques condensateurs que je ne peux pas changer. Il y a les 470 UF25 que je n'ai pas en stock. J'ai juste des 16 volts. Quand on change un condensateur, il faut que la valeur en microfarad soit la même, mais la valeur en voltage peut être élevée, mais pas inférieure. Là, en ce moment, ce que j'ai, c'est des 470, 16 volts. Il m'aurait fallu au moins un 25 en montant. Puis les trois que je n'ai pas changés ici, c'est des NP. NP pour non polarisé. C'est jamais arrivé dans un cap kit qui avait les condensateurs non polarisés. Normalement, on les change pas. J'ai réinstallé le moniteur et j'ai fait plusieurs tests d'ajustement. Je vais vous montrer ce que ça donne. Malheureusement, ça n'a pas réglé le problème. Quand j'ai ouvert l'écran la première fois, c'était encore extrêmement vert. Alors, ça laisse présumer que la personne qui avait fait le cap kit avant moi l'avait fait il n'y a pas si longtemps que ça, ou qui sait. Bref, le problème semble durer depuis longtemps. J'ai passé facilement une bonne demi-heure à essayer de réajuster les couleurs pour que ça devienne plutôt acceptable. Alors là, c'est le moins pire que je réussis à avoir jusqu'à maintenant. J'ai quand même un petit peu plus de couleurs, mais il me manque énormément de luminosité. L'écran est super ultra sombre. Et je suis allé carrément, si on appuie sur le bouton test ici, on peut je vais baisser carrément la... Bon,
On voit un peu mieux, là, qu'est-ce qui se passe. L'écran, il a l'air fatigué. Là. Il est vraiment à sa fin. Puis, non, un petit peu plus par en haut. Come on. Ça aide pas, hein, le contrôle panel est dévissé. OK. Ça fait qu'on réappuie sur test. Et là, on peut voir justement nos bandes de couleurs et qu'il y a vraiment du fuzz dans l'écran. Il y a tellement de crack, solder, joint sur ce PCB-là. C'est quelque chose. Mon premier guess que je voudrais faire maintenant, c'est ajuster le B+, voir s'il est correct. J'ai déjà vu des écrans repogner du humph parce que le B+, était mal ajusté. J'ai sorti le flowchart ici et ça explique que normalement le B+, devrait se situer à 123 volts DC et sur l'autre patte à 145. Alors je vais setuper mon multimètre installé sur l'écran et on va regarder ce que ça dit. J'ai oublié de mentionner que la magnifique bonne nouvelle est que le panneau arrière se dévisse. Que j'étais content quand j'ai vu ça hier. Alors, c'est pour ça que j'ai réussi à faire facilement des ajustements, tout en m'aidant de mon petit miroir. Encore une fois, merci Marc pour ce petit miroir qui me permet de regarder l'écran pendant que je fais les adjustements. Alors, pour checker le B+, on met en premier une clip sur le châssis et on met une autre clip sur la résistance blanche ici et on se réajuste ici sur le DC et on a du 123. Ah ben, slack a patal. J'ai 123 volts straight pipe Python. Parce que si j'avais un ajustement à faire, je sais pas si on va voir, il y a un petit potentiomètre brun ici, là, souvent poigné dans la petite colle chaude. C'est ça l'ajustement de B+. Et il est parfait. Aussi appelé le HV shutdown. Il y a même le petit papier ici qui l'indique là. OK, mauvaise nouvelle. Alors, j'espérais vraiment que j'aille un B+ de fatigué. L'autre serait supposé me donner à peu près 145. Qu'est-ce qu'on a? 163. Ça veut dire quoi, ça, 163? Si on regarde ici, 160 volts et plus... Unsolder either end of diode D10. Mais ça, c'est du côté 123. Mon 123, je l'ai correct. Là, je devrais avoir quelque chose au-dessus de 145. Mais là, il y a soit une option si c'est low, 0 volt ou OK. OK. Ça, c'est s'il avait été là. OK, ça fait que je suis embêté, là. On va continuer à fouiller un petit peu. Je vous reviens dès que j'ai un peu plus de pistes de solutions. Voici pas mal le meilleur que je suis capable d'aller tirer de l'écran en ce moment. Faut que j'arrête de me battre contre ça parce que faut que je constate que c'est le tube, en fin de compte, qui a besoin d'un bon Rejuven, un Rejuvenator Tool. Malheureusement, Martin a vendu tout son stock de Rejuven et j'en ai pas sous la main. Et ça irait chercher en fait beaucoup de canons bleus et aller chercher de la brillance de l'écran. Je présume qu'il y a énormément d'oxydation sur les canons en ce moment. Donc, ma meilleure option, ça serait de réussir à trouver un tube équivalent pour faire un tube swap. Sauf qu'en ce moment, le tube swap qui est là-dedans, c'est un tube swap avec 7 pins à l'arrière. Et la majorité des tubes que j'ai autour de moi, c'est tout du 11. Et ben, ça marche pas. Alors, oui, vous pouvez mettre des pouces vers le bas, mais je vais fortement envisager de mettre un écran LCD là-dedans, avec sûrement un interlace un scanline generator pour avoir plus d'effet. Alors, je vais arrêter la capsule ici. La prochaine capsule, ça va être sensiblement beaucoup d'esthétique. Il y a plein de petites choses qui restent à faire pour la monter au petit niveau et sûrement l'installation du LCD. Merci d'être à l'écoute et on se dit à très bientôt. Au revoir!